Mes petits potes, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue, ni l'heure de sortie d'ailleurs, puisqu'elle risque de sortir un petit peu tard dans la soirée, mais au moins, après les Jeux Olympiques et toutes ces médailles et tous ces sourires, vous allez pouvoir vous détendre avec une petite vidéo de Recoba sur le PSG. À la base, on était sur une vidéo Ligue 1, un club, une recrue, un concept qu'on avait déjà fait la saison dernière. Elle sortira du coup, je pense, lundi ou mardi. La miniature est d'ailleurs déjà prête, donc si vous la voyez passer lundi ou mardi, n'hésitez pas à cliquer. On se retrouve ce soir du coup pour la grosse news qui est sortie cet après-midi sur Julián Álvarez, potentiellement donc au Paris Saint-Germain. Il y aurait même eu une offre du PSG, on va voir tout ça ensemble. Je vais vous lire donc les articles qui sont sortis et je vais évidemment vous donner mon avis. Et puis au-delà du champ raciste, du racisme ou pas, qu'on va aborder quand même, c'est important d'en parler rapidement parce que j'ai pas envie d'en faire une grosse page. Comme vous avez pu voir dans le titre, l'important ça va être est-ce que Julián Álvarez peut être un profil idéal pour Luis Enrique et pour le Paris Saint-Germain, et voir également évidemment en statistique est-ce qu'il a pu donner sur le terrain, si ça peut être un joueur intéressant pour nous. Et si jamais t'es de bonne humeur ce soir, n'hésite pas à soutenir avec ton petit like, ton petit commentaire pour me donner ton avis et un petit abonnement évidemment, ça ne mange pas de pain. Alors, Julián Álvarez au Paris Saint-Germain, donc, on a eu plusieurs sons de cloche. Le premier, c'est d'abord Djamel. La piste Julián Álvarez plaît beaucoup en interne, ce qu'on savait déjà d'ailleurs. Le Paris Saint-Germain a même déjà formulé une offre contractuelle à l'attaquant argentin, et j'insiste sur le contractuel. Lucho apprécie beaucoup son profil et aimerait que le club réussisse à le faire venir. Luis Campos est impliqué dans le dossier et aime le joueur également. Donc là, c'est bien parce qu'on est sur la continuité de João Neves. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Ce qui est bien, c'est que Luis Campos et Luis Enrique, visiblement, ont l'air de travailler ensemble et être d'accord tous les deux. Donc ça, encore une fois, c'est une très bonne chose. J'attendais la suite et les autres dossiers pour voir si ça continuait à être le cas, et visiblement, en tout cas, c'est encore le cas. On a un son de cloche similaire aussi côté Santi Aouna. Le PSG a bien formulé une offre de contrat à Julián Álvarez, l'attaquant de Manchester City. Paris a entamé des discussions avec Manchester City pour connaître la faisabilité du dossier. Manchester City en demande environ 70-80 millions d'euros, profil validé par Luis Enrique. J'insistais donc sur le contractuel, tout simplement parce qu'on a eu Canal Supporter qui nous a relayé l'information du journaliste argentin Gaston Edul qui disait « Le PSG a fait une offre formelle ». Donc là, on n'est plus sur du contrat. Pour Julián Álvarez, celle-ci est supérieure à celle de l'Atlético de Madrid, qui était donc de 60 millions d'euros, que ce soit pour City ou le joueur. Donc apparemment, Paris a proposé plus en termes d'argent et en termes de salaire également. Il est de plus en plus probable que le joueur quitte Manchester City. Donc là, visiblement, il y a même une offre qui a été faite à Manchester City qui est supérieure à l'adversaire rival dans ce dossier, donc l'Atlético Madrid. Et en plus de ça, il y a une chose très importante à noter, c'est que Fabrizio Romano a officialisé visiblement donc l'arrivée d'Alexander Sørloth à l'Atlético Madrid pour une quarantaine de millions d'euros. Donc quand on sait que l'Atlético ne veut pas aller au-dessus des 60 millions d'euros et de toute manière financièrement parlant on ne peut pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain si on a la volonté de le recruter, et qu'on voit qu'ils ont fait Sørloth pour une quarantaine de millions d'euros pour remplacer Morata, on se dit que finalement le Paris Saint-Germain est enfin seul dans ce dossier. Donc si on le veut et que Julián Álvarez veut quitter Manchester City, alors on est bien placé pour le recruter. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est une bonne chose d'aller sur Julián Álvarez? Est-ce qu'il faut mettre cette somme? Est-ce qu'il faut absolument recruter l'attaquant argentin? Et quand forcément on dit argentin, il y a la polémique des chants racistes. Je vais en parler juste après. D'abord, on va parler de la faisabilité, des montants évoqués, du contrat, etc. Ensuite, on reviendra sur l'épisode un peu raciste, du coup racisme, et puis ensuite de ça, on parlera de l'attaquant, du profil, des stats, etc. Alors pour commencer, ce qui m'a marqué quand même, c'est le 70-80 millions demandé par Manchester City, parce que là, c'est la grande braderie, sincèrement. Parce que quand on regarde quand même de plus près, le contrat de Julián Álvarez, tout le monde connaît Julián Álvarez aujourd'hui. On peut voir le palmarès, Coupe du Monde, Copa América, Ligue des Champions. C'est un des plus titrés à son âge, et surtout, c'est très rare de pouvoir cumuler Ligue des Champions, Coupe du Monde, Copa América. Il y a, je crois que c'est le 4e joueur à l'avoir fait derrière des Cafu et des Ronaldinho. Donc c'est très très rare. Donc malgré son jeune âge, il a quand même déjà pas mal d'expérience, 2 ans à Manchester City et surtout un gros palmarès, et on se souvient aussi une énorme Coupe du Monde 2022 qu'il avait démarré à la base sur le banc, et finalement il s'est clairement imposé dans le 11 de l'Argentine pour ne plus le quitter. Alors quand je parlais des 70-80 et de la grande braderie, forcément le contrat, je sais plus si je l'ai évoqué, mais 2028, il lui reste 4 ans de contrat avec une valeur, comme vous pouvez le voir, de 90 millions d'euros. Donc
Il lui reste 4 ans de contrat, il est estimé à 90 millions d'euros, c'est un très jeune joueur encore qui a déjà une belle expérience et un gros palmarès, et on pourrait le recruter pour 70-80 millions d'euros. Je trouve ça assez incroyable, et si du coup c'est possible et que Julian Alvarez veut quitter Manchester City, alors oui, si on parle d'opportunités de marché, si on parle de sommes d'argent, si on parle d'investissement, si on parle de joueurs, de talent, etc., ce qu'on verra juste après, mais il y a même pas de question à se poser. Il faut absolument foncer parce que là, c'est vraiment la grande braderie. Pour moi, un attaquant comme Julian Alvarez, c'est au moins 100 millions d'euros. Et quand tu vois un joueur pareil à 70-80 et que tu vois les prix aujourd'hui pour Victor Gyökeres qui est estimé à 100 millions d'euros, Des Osimhen où on voit 120 millions d'euros, mais sincèrement, mais c'est du pain béni. On a eu Kolo Muani l'année dernière pour 90. Évidemment, c'est pas de la faute de Kolo Muani, mais tu te dis que tu pourrais avoir Alvarez moins cher que lui, alors qu'il lui reste 4 ans de contrat et qu'il est estimé à 90 millions d'euros. Enfin, il faut évidemment sauter sur l'occasion si c'est possible. Alors après, il y aura forcément aussi la thèse de, et c'est ce que j'ai vu passer, oui, mais Julian Alvarez négocie pour augmenter son contrat, etc., pour que Manchester City le revalorise, etc. Mais sincèrement, il a déjà un bon salaire à Manchester City. Et puis en plus de ça, le vrai problème, c'est pas son contrat. Le vrai problème, c'est qu'il est la doublure d'Erling Haaland. Et que va faire Manchester City par rapport à ça? Mais pas grand-chose. Erling Haaland reste le numéro 1. Donc à la limite, si tu peux dire à Alvarez, ok, Haaland part dans un an et toi tu prendras la place, donc ronge ton frein encore un petit peu, on te donne le temps de jeu qu'on t'a donné l'année dernière, parce qu'il a fait quand même pas mal de matchs, même si grosso modo il était remplaçant à la base, et surtout dans les grands matchs, c'est lui qui part remplaçant, hein. Quand il y a un Manchester City Real, il est sur le banc et il rentre peut-être 5-10 minutes grand maximum. Donc du coup, peut-être que Manchester City peut lui dire, voilà, dans un an, Erling Haaland compte partir, je sais pas, au Real, au Barça, peu importe. Alors, tu pourras avoir la place de numéro 1. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, Haaland, qu'il soit mauvais ou pas, et on l'a vu la saison dernière, il a été très mauvais durant pas mal de matchs, et notamment les Héros, et pour autant, c'est toujours lui qui joue, c'est toujours lui qui part titulaire. À part des matchs de Première Ligue, quelques matchs de Première Ligue, par-ci par-là. Donc, la volonté d'Alvarez, c'est surtout de voir, ok, est-ce que vous comptez sur moi ou pas? Parce que si vous comptez sur moi, c'est bien, mais en tant que doublure, ça me sert à rien. Moi, j'ai envie d'être titulaire, j'ai envie d'avoir un statut, j'ai envie d'aller chercher, pourquoi pas, un ballon d'or, j'ai des projets, j'ai des ambitions. Et à un moment donné, c'est vrai que ça fait 2 ans que c'est la doublure d'Haaland, que même quand il est mauvais, il est remplaçant. Donc, c'est légitime qu'Alvarez ait envie de partir. Et ça, Manchester City peut lui mettre 1 ou 2 millions de plus sur son contrat, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Et d'ailleurs, à ce petit jeu-là, le PSG peut clairement proposer un meilleur salaire que Manchester City. Donc, ce truc de Alvarez joue avec ses agents pour que Manchester City augmente son contrat ou quoi que ce soit, pour moi, la thèse tombe à l'eau. Ensuite, forcément, on y arrive, le sujet épineux, racisme ou no. Bah les gars, c'est un sujet complexe. Vous le savez, Julian Alvarez, c'est l'attaquant ultime, l'attaquant que je voulais, l'attaquant idéal que je voulais si le Paris Saint-Germain pouvait, s'il était disponible sur le marché. C'est lui que je prendrais, tout simplement, parce que vous le savez, il me fait penser un petit peu à Luis Suarez, ce genre d'attaquant, Kun Agüero, profil un petit peu véloce, qui court beaucoup, qui techniquement est très fin, très fort, qui sait tout faire, qui est très complet, qui peut être un attaquant de surface comme un attaquant de soutien, comme un numéro 10, comme un passeur, un buteur, bref. Il sait tout faire, mais on va voir ça juste après. Donc, vous savez que je l'aime beaucoup, mais quand il y a eu cette histoire de racisme, de chant raciste, etc., et qu'on parlait de Julian Alvarez qui était dans le bus donc au Paris Saint-Germain, vous savez mon avis, moi j'ai dit un non catégorique. À un moment donné, je condamne Mohamed Camara avec Monaco, je condamne Mason Greenwood à l'OM, c'est pas pour ne pas condamner ce qu'a fait Julian Alvarez et les Argentins. Alors du coup, il y a le 2 poids 2 mesures, parce qu'il y a certains Parisiens qui ont un peu rangé leur veste, qui ont un peu retourné leur veste en disant « Oui, mais bon, Julian Alvarez c'est différent, il a pas chanté, on n'a pas de preuves, etc. » C'est vrai qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Et au moment où on a la photo dans le bus de Julian Alvarez à côté, plus ou moins, de Enzo Fernandez, ce n'était pas à ce moment-là qu'il y avait les chants racistes. Donc on ne sait pas en fait si vraiment si Julian Alvarez a chanté. Donc c'est vrai qu'il y a ce bénéfice du doute. Mais en réalité, on connaît un peu les mentalités, on sait, on se doute que ils ont à peu près tous chanté, on va pas se mentir. Et en tout cas, et c'est ça qui me dérange, c'est qu'ils n'ont pas condamné derrière, c'est qu'ils se sont pas excusés. Enzo s'est excusé auprès de ses coéquipiers, mais est-ce qu'on a eu des messages publics de certains joueurs qui condamnaient ou qui s'excusaient? Non. Et ça, tu vois, ça me dérange. Et puis, il y a quand même une forme d'hypocrisie là-dedans, parce qu'on va pas se mentir. Si on est aussi gentil, entre guillemets, et qu'on trouve des circonstances atténuantes à Julian Alvarez, c'est parce que c'est lui. C'est parce que c'est un joueur dont on rêve, c'est un joueur qu'on veut voir sous nos couleurs, c'est un attaquant qui nous ferait du bien, c'est un top joueur mondial, donc on trouve des circonstances atténuantes. Mais si ça avait été un joueur qu'on n'aime pas, si ça avait été, je sais pas, un Jonathan Klaus, un Marseillais, peu importe.
eh ben on aurait condamné, on va pas se mentir. Alors qu'un Julian Alvarez, bah on va dire, ouais mais bon, il a peut-être pas chanté, machin, on lui trouve des circonstances atténuantes. Bon, maintenant passons à ce qui nous intéresse, passons aux joueurs, passons à son profil, à ses statistiques et à pas mal de choses. Et ça va être très centré beaucoup sur cette saison, sur ses statistiques aussi, parce que j'ai vu des choses passer qui m'ont assez interpellé. J'ai vu des gens se dire, non mais Julian Alvarez, franchement c'est pas le buteur qu'il nous faut, parce qu'il a marqué, je crois, 16 buts, hein, je crois que c'est à peu près ça cette saison, 16 buts en 44 matchs ou je sais pas quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Ces gens-là ne regardent pas le football. Tu peux pas prendre ces stats comme ça, balancer ça et dire, ok, en fait, c'est pas un buteur. Alors qu'il est réputé aussi, quand même, pour sa finition depuis des années. Mais enfin bref, on va voir tout ça en statistique. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ce genre de personnes qui font l'erreur. Là, on va commencer directement par River Plate. Donc c'était, il y a 3 ans. Il y a 3 saisons. Bon, on peut voir Julian Alvarez comparé au buteur médian en D1 Argentine. Voilà, ça parle de lui-même, c'est un petit peu comme João Neves sur la dernière vidéo au Portugal, il est largement au-dessus, c'est là que tu vois que c'est un crack et qu'il est différent. Bon, ça parle de lui-même, mais surtout, ce qu'on peut voir aussi, c'est l'homogénéité du graphique. Il n'y a pas forcément de point faible, à part peut-être les dribbles, et encore, c'est pas un point faible, il est largement au-dessus. Mais voilà, on peut voir que déjà, c'est très très fort dans tous les aspects du jeu. Ensuite, on enchaîne avec un facteur important à prendre en compte. Comme je vous disais, les statistiques, oubliez-les. Pourquoi ? Ben parce que Julian Alvarez, la majorité du temps, cette saison, il n'a pas évolué avant-centre, même si il a quand même évolué avant-centre, on va le voir juste après, mais la majeure partie du temps, il a évolué en second attaquant 10, comme vous pouvez le voir sur ce schéma avec Haaland en pointe et Foden Alvarez derrière, ou tantôt De Bruyne Alvarez, ou même des fois on a vu De Bruyne plus bas avec Rodri. Donc, on l'a pas vu la majeure partie du temps en tant qu'avant-centre. Et comme vous pouvez le voir aussi là-dessus, ça, c'est sa saison à gauche 2022-2023 et à droite 2023-2024. Et comme vous pouvez le voir, la saison dernière, il y a 2 saisons, donc en 2022-2023, il a plus évolué en tant qu'avant-centre que le reste. Regardez, avant-centre, donc côté gauche, 23 matchs, 9 buts, 3 passes D. Milieu offensif, 6 matchs. Deuxième attaquant, 4 matchs. Donc si on met milieu offensif plus second attaquant, ça fait 10 matchs contre 23 matchs en tant qu'avant-centre. Et alors là, on peut se dire oui, avant-centre, seulement 9 buts. Faut rappeler quand même qu'en termes de minutes, il n'y a pas beaucoup de minutes pour Julian Alvarez qui rentre à chaque fois, donc c'est comptabilisé comme un match. Mais si tu prends le ratio but-minute, on est beaucoup mieux. Et donc à l'inverse, si on compare avec cette saison 2023-2024, il y a eu plus de temps de jeu pour Julian Alvarez. Forcément, il faut lui en donner. Tu vois que c'est un joueur qui est en train d'exploser, c'est un joueur qui a faim, c'est un joueur qui pousse en fait, et c'est légitime qu'il soit sur le terrain. Mais sauf que tu as Erling Haaland, tu as toujours ces histoires de statut, donc c'est compliqué de lui faire la place. C'est un peu comme Barcola qui a gagné sa place et que du coup tu as mis Mbappé en pointe parce que t'as pas forcément le choix aussi et tu dois faire jouer Mbappé et donc tu faisais pas jouer Ramos. Bah là c'est un peu la même chose. Du coup, quand on regarde cette saison, avant-centre 22 matchs, deuxième attaquant et milieu offensif 18 matchs et 10 matchs, ce qui fait 28 matchs où il a joué autre part que avant-centre. Et il a également joué un petit peu sur le côté aussi, comme vous pouvez voir, milieu gauche et milieu droit. Donc, ça fait, en gros, 30 matchs quasiment où il a joué autre part qu'attaquant de pointe contre 22 matchs. Donc, c'est là que tu vois que la majeure partie du temps, il n'a pas joué buteur. Et tu peux évidemment rajouter à ça aussi le ratio but-minute. Parce que oui, la majeure partie du temps, il a démarré remplaçant. Donc, forcément que ça comptabilise comme un match alors qu'il a joué quoi 20, 30, 40 minutes maximum. Du coup, j'ai choisi un graphique pour illustrer ça. C'est tout simplement le Alvarez de cette saison contre le Alvarez de la saison dernière. Vous pouvez voir en bleu cette saison. Qu'est-ce qu'on voit qui ressort tout de suite? Les XA, donc les assists attendus, les passes décisives attendues. Contre, en rouge, quand on regarde en bas, les XG et les buts sans penalty NPNG, on se rend compte que c'est beaucoup plus élevé. Donc, on se rend très vite compte que cette saison, il a eu un rôle beaucoup plus de passeur, beaucoup plus de second attaquant, de milieu que de finisseur, alors que la saison dernière, on voit beaucoup plus de buts. Donc, ça saute tout de suite aux yeux. Alors, ne vous fiez pas aux statistiques, matchs, buts, etc., sachant qu'en plus, c'est pas lui qui démarre titulaire à chaque fois. Avant de reparler des statistiques, mais comme vous pouvez le voir, les statistiques de Julian Alvarez cette saison, elles sont très bonnes au poste qu'il a joué, mais comme on peut voir, c'est un petit peu biaisé forcément par le rôle qu'il a eu cette saison, par les joueurs qu'il a autour de lui, et forcément les statuts comme Haaland, comme De Bruyne, comme Foden aussi, qui a littéralement explosé cette saison. Donc c'est pas évident de juger simplement en statistiques Julian Alvarez. Par contre, il y a plusieurs choses dont on peut parler. Déjà, effectivement, il est totalement Luis Enrique compatible et pour moi, c'est le profil idéal. Pourquoi? Parce qu'il me fait penser à Luis Suarez, l'attaquant qui a très bien marché sous Luis Enrique, on se souvient avec le Barça et donc qui a gagné cette Ligue des Champions, c'était Luis Suarez. Et Luis Suarez, je trouve qu'il ressemble énormément
à Julian Alvarez. Pareil pour Kun Agüero, c'est des attaquants comme ça, assez petits, qui font à peu près entre 1m70 et 1m78, qui sont très véloces, très rapides, très techniques, qui ont le sens du but, le sens de la finition, qui savent jouer avec les autres, faire des appels également pour libérer de l'espace pour les autres, ça c'est important, hein, monsieur Kylian Mbappé, de faire les efforts pour les autres, ça c'est important. Également qui sait défendre, c'est un redoutable presseur et contre-presseur, c'est quelqu'un qui va toujours gêner les relances adverses, qui va toujours aller presser et courir des kilomètres, et je pense que ça sur la Coupe du Monde 2022, ça vous a sauté aux yeux. Avec Manchester City, c'est la même chose, c'est un joueur qui court beaucoup, qui ne compte pas ses efforts et malgré tout garde beaucoup de lucidité dans les derniers mètres, qui est très bon à la dernière passe, à l'avant-dernière passe, bref, un attaquant ultra complet comme Kun Agüero. D'ailleurs, il a été comparé au nouveau Kun Agüero quand il était à River Plate, et moi il me fait exactement penser à ça, à Agüero, à Suarez. Bref, pour moi donc c'est l'attaquant idéal pour venir jouer dans les rangs du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique. Vous avez donc compris que le rôle de Julian Alvarez cette saison était très spécial et pour autant il s'est très bien adapté. Donc faut pas forcément regarder les buts ou les attaquants, mais c'est là que tu vois qu'il a une palette différente qui lui permet de jouer partout, et positionné en tant que numéro 9, il est capable de tout faire, peu importe les consignes que tu vas lui donner, il est capable de tout faire et de le faire surtout très bien. Quand on voit son adaptation du coup derrière un attaquant comme Haaland, ils n'avaient pas du tout le même rôle. Haaland avait un rôle de finisseur. Cette saison, Alvarez avait vraiment plus un rôle de passeur, de second attaquant. Et comme vous pouvez le voir, bon, il fait quand même partie du top 30% en termes de buts, 38%, mais c'est surtout à la passe qu'il a brillé. Bon, il a quand même amené du danger, hein, total des tirs top 16%, action menant un tir en bas dans la première catégorie, top 3%, passe tentée, top 1%, pourcent de passes réussies, top 5%. Donc c'est quelqu'un qui tente des passes difficiles, mais en plus qu'il est réussi. Donc ça c'est important, comme je vous ai montré tout à l'heure dans la petite vidéo qui est passée juste en bas. Passe progressive, top 16%, donc c'est quelqu'un qui joue vers l'avant, qui fait progresser et qui gagne des mètres, donc ça c'est important. Et puis si on remonte dans la première catégorie, dans les dernières lignes donc de la première catégorie, NPNG et AG, XAG, on est dans le top 20%. Donc ça veut dire que si tu cumules les buts attendus et les passes décisives attendues, il est dans le top 20% des attaquants. Donc c'est quand même quelqu'un qui est décisif et qui sait se mettre aussi en position d'être décisif, que ce soit à la passe ou pour finir. Et également, je parlais de son activité défensive tout à l'heure. Vous pouvez le voir tout en bas, les tacles, on est dans le top 37% et les ballons contrés, on est dans le top 16%. Ça montre son activité pour aller presser et pour aller gêner les relances. Ça, c'est important. C'est un joueur très combatif. C'est un joueur qui ne se ménage pas, qui ne compte pas ses efforts. Et ça, c'est important. Vous l'aurez remarqué quand même, le petit point faible, forcément, c'est un joueur qui fait 1m70. Tu vas pas pouvoir compter forcément sur sa réussite de la tête. Les duels aériens gagnés, top 96%, hein, il fait partie des 4% les pires sur les attaquants. Forcément, en règle générale, les attaquants font plus d'1m80, 85, hein, surtout les attaquants d'aujourd'hui, ils font tous 1m85, 90, voire plus. Donc forcément que Julian Alvarez n'est pas forcément flamboyant dans ce domaine-là. Par contre, il a quand même une bonne détente, hein. Il est capable, s'il est bien servi, de marquer de la tête. C'est pas forcément la finition de la tête qui est mauvaise, mais forcément, quand il est au duel avec des Golgoth d'1m90, 95, donc les axiaux, les défenseurs centraux, c'est pas évident pour sa petite taille d'1m70. Mais si tu lui donnes et que lui, il a le bon timing, il est capable de la mettre au fond. De la tête, c'est quand même un très très bon joueur. Pour confirmer et reconfirmer le rôle d'Alvarez cette saison, on peut le voir avec la comparaison avec Erling Haaland. En jaune, on voit Haaland. Clairement, l'obsession, c'est quoi? Le but. Marquer des buts, finir les actions. Sur le côté gauche, on a aussi proportion touche dans la surface. C'est là qu'on voit qu'Haaland, il touche tous les ballons dans la surface, alors qu'Alvarez, on voit qu'il touche pas forcément de ballons dans la surface. Donc forcément, c'est aussi plus compliqué pour marquer des buts. Mais c'est là que tu vois les rôles clairement définis cette saison avec un Haaland finisseur dans la surface et un Alvarez qui participe au jeu, qui tourne autour et qui trouve Haaland ou d'autres coéquipiers, peu importe, qui rentrent dans cette surface. Mais voilà, les rôles étaient clairement définis. Et puis donc on voit Alvarez sur les passes décisives attendues, les passes réussies, la précision des passes, les dribbles réussis. Voilà, on voit que c'était pas du tout du coup le même rôle. Et on peut voir donc une comparaison avec le Alvarez de la saison dernière, pas la 2023-2024, mais la 2022-2023. Là où il a joué, on va dire 75% du temps avant-centre. C'est ça qui m'intéresse parce que c'est ça qui me permet de comparer un petit peu plus ce qui est comparable donc avec Haaland et avec Osimhen. Lorsqu'il a joué beaucoup plus donc en pointe, on peut voir tout en bas au niveau des buts, les XG et les NPG, c'est les buts sans compter les pénaltys. On peut voir qu'au niveau des XG, il est capable de se créer beaucoup d'occasions et de marquer des buts. Il est très proche de ces deux attaquants-là, et encore plus quand on enlève les pénaltys. On voit que sans les pénaltys, ils perdent un petit peu de marge, les Osimhen et les Haaland, et ils sont très proches de Julian Alvarez. Donc c'est là que tu vois
que c'est un très très bon finisseur et qui surtout est capable de se créer des occasions et de se mettre en situation. Et au-delà de ça, on voit qu'il est beaucoup plus dans la participation au jeu, même quand il est dans le rôle d'attaquant. Eh ben on voit tout à droite, les 3 petits ronds que je vous ai mis et surtout le premier tout à droite, les passes reçues, on voit que c'est un joueur qui participe au jeu. Donc, à partir du moment où tu veux un numéro 9 qui participe, tu dois aller sur Julian Alvarez plus que sur Victor Osimhen. Par contre, si tu veux un attaquant de surface, alors effectivement, il vaut mieux aller sur un mec comme Osimhen qui va finir les actions et qui surtout est dans la surface. Même si, attention, Alvarez est souvent dans la surface. Faut pas non plus se tromper. Et c'est là que tu vois aussi avec, à gauche, les passes dans la surface. Donc, passes qui arrivent dans la surface, ou quand il est à l'extérieur et qu'elles arrivent dans la surface, les passes to box à gauche et les assists. On voit que Julian Alvarez est encore très très bon dans ce domaine-là comparé à Haaland ou à Victor Osimhen, surtout à Victor Osimhen parce qu'on voit qu'Haaland se débrouille bien, surtout cette saison où il a fait pas mal de passes décisives. Donc, en conclusion, pour moi, évidemment, si on enlève l'extra sportif, Julian Alvarez est le profil idéal pour l'attaquant, le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, l'attaquant qu'a besoin Luis Enrique. Évidemment, en plus de ça, à 70-80 millions d'euros, c'est une opportunité de marché énormissime. En plus de ça, ça se bouscule pas aussi parce que forcément, il y en a qui ont recruté leur attaquant. On sait qu'à Manchester United, par exemple, il y a Højlund, il y a Zirkzee, l'Atlético vient de prendre Sorloth, le Real n'a pas besoin d'un neuf, Barcelone n'a pas besoin d'un neuf puisqu'il y a Lewandowski et Dani Olmo qui peut jouer faux neuf qui vient d'arriver. Donc il y a le Bayern Munich qui a Harry Kane. Donc au final, on a une autoroute un petit peu tracée. L'Inter vient de confirmer et de prolonger Lautaro Martinez. Donc on a un petit peu une autoroute toute tracée. Newcastle a gardé Isaac. Arsenal compte aussi sur Havertz. Donc ouais, Julian Alvarez, c'est clairement une opportunité possible et pour moi, le profil correspond totalement. Et au-delà de ça, comme je vous ai dit, c'est un redoutable finisseur. Ne vous fiez pas aux statistiques uniquement, au nombre de matchs et au but, parce qu'il a eu un rôle totalement différent cette saison et même la saison dernière. Et surtout, on compte le nombre de matchs, mais vous le savez, il est rentré de nombreuses fois, parfois 5, parfois 10, parfois 20 minutes. Donc forcément, il vaut mieux regarder le ratio but par minute. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et on se retrouve très vite donc pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.